Alors évidemment, on est à 24 heures de la décision de la Cour d'appel de Paris concernant Marine Le Pen. Il va beaucoup en être question. Mais avant cela, quand même, on va parler de l'affaire Jubilard, de ces aveux de Cédric Jubilard. Écoutez Christophe Bordet qui résume ce que l'on apprend de cette lettre de Cédric Jubilard à son avocat. C'était ce matin dans sa revue de presse au micro d'Alexandre Lemaire sur Europe 1. C'est la une de la dépêche du midi avec ce titre: Cédric Jubilard passe aux aveux. Véritable coup de théâtre dans une lettre remise à son avocat et que le journal s'est procuré. Il reconnaît sa responsabilité dans la disparition de sa femme Delphine. Jubilard reconnaît une énième dispute violente le soir de la disparition de Delphine. Il se dit à la disposition des enquêteurs pour donner les informations sur la localisation du corps de la victime, mais aucune info sur la façon dont Delphine a perdu la vie. Attention tout de même, rappelle la dépêche, dans cette affaire, Jubilard n'a cessé d'affirmer tout et son contraire, d'aller de soi-disant confidences en démenti. Maître Garbarini, ça faisait plus de 5 ans qu'il niait, qu'il refusait toute implication dans la disparition de sa femme. On est à 2 mois de son procès en appel. Est-ce qu'il n'avait pas le choix? Est-ce qu'il fallait qu'il change de stratégie? Ça, je ne sais pas s'il fallait qu'il change de stratégie. Moi, je ne connais pas le dossier. Alors, je n'essaie pas de me réfugier en disant je ne connais pas le dossier, mais c'est peut-être une stratégie de défense, mais c'est peut-être également la vérité. C'est-à-dire que... les deux sont peut-être liés d'ailleurs. Hein. Les deux sont peut-être liés, absolument. Bon, ce qui est un peu curieux, si vous voulez, c'est qu'en général, les aveux, on privilégie la juridiction de jugement. Parce que c'est beaucoup plus fort. Et puis la manifestation de la vérité, pardonnez-moi, mais elle doit d'abord se faire dans l'enceinte où justement on attend la vérité et où on la juge. Oui, donc pas à la presse. C'est ce que vous dites, pas à son avocat et pas à la presse. Si je comprends entre les lignes ce que vous nous dites. Entre les lignes, c'est que l'avocat il est tenu par le secret professionnel, mais je suppose que bien évidemment, il avait indiqué à son avocat qu'il l'autorisait. Parce que sinon il n'a pas le droit. C'est le secret professionnel qui est la clé de voûte quand même de la défense. Donc il avait certainement autorisé son avocat à le diffuser à la presse. Son avocat a souhaité également le faire, parce qu'il aurait pu également s'y opposer en disant « moi je préfère qu'on soit dans une stratégie de défense plus orthodoxe ». Ce n'est pas le cas. Il y a une conférence de presse qui est annoncée. Nous verrons bien ce qui est dit. Nous verrons bien ce qui est dit. Mais alors ensuite, j'entends et c'est tout à fait légitime en disant et vous-même vous l'avez dit, c'est peut-être une stratégie judiciaire, etc. Bon, si la stratégie judiciaire c'est la vérité. J'ai envie de vous dire, parfait, tant mieux pour la famille. Ensuite, on va voir, ce qui est à mon avis très important, c'est les indications qu'il va donner pour qu'on retrouve le corps. Parce il l'a promis, il l'a dit. Et donc on verra. Ensuite, si vous voulez, il est certain que... pourquoi je parlais du dossier auparavant? Parce que si il a nié les faits pendant 5 ans, y compris devant la première juridiction d'assises, le premier degré. Si dans ce dossier-là, il y avait d'ores et déjà des éléments saillants de sa culpabilité, j'ai envie de vous dire, la stratégie de négation, elle était vouée à l'échec depuis le départ. La preuve, il a été condamné quand même. La preuve, il a été condamné. Voilà. Alors ensuite, il a fait appel, donc on pensait que justement, il relevait appel parce que il était innocent. Donc on va dire, c'est une stratégie. Alors, il y a toujours un gain dans la stratégie, dans l'aveu, et c'est normal. Un gain, c'est-à-dire c'est-à-dire que je me souviens plus en première instance, mais il avait pris réclusion criminelle à perpétuité. C'est ça, avec une période de sûreté de 18 ou 22 ans. Pardonnez-moi. Attendez, je vais vous retrouver exactement. Très élevé. Je crois que c'est 22, mais. Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. 30 ans de réclusion criminelle, c'était en octobre 2025 pour la cour d'assises du Tarn. Alors, 30 ans de réclusion criminelle, pour que tout le monde soit clair, c'est qu'il y a 2 tiers de sûreté. C'est-à-dire qu'il fait au minimum 20 ans. Donc là, il espère, je pense... parce qu'il manifeste la vérité et qu'il reconnaît les faits, il y a toujours une prime à l'aveu. Alors,
moi, ça ne me choque pas, c'est normal. C'est comme ça, c'est le système. C'est le système, il avoue. Donc la manifestation de vérité, c'est ce qui compte. Il n'y a rien de personnel contre cet homme. Voilà, donc il y aura... Il faut avouer à demi pardonner, en gros, on est là-dedans. Même pour un crime. C'est la conception judéo-chrétienne. Après, les magistrats et les jurés peuvent ne pas suivre. Mais peut-être qu'il a fait ce calcul-là en disant, peut-être que j'aurai 25 ans, c'est important, 5 ans de moins. Peut-être pas. Sébastien Ligné. Évidemment, on va douter de l'honnêteté de sa démarche jusqu'au bout. Après, c'est son droit, évidemment. J'ai du mal, comme on l'expliquait tout à l'heure, à m'enlever de la tête cette idée qu'il le fait aussi pour qu'on parle de lui. Quand on relit les comptes rendus de la première instance, on voit bien que c'est un homme qui est poussé par un narcissisme très inquiétant. C'est un homme qui, à plusieurs reprises, a discuté, notamment en cellule, puisqu'il n'est pas arrivé en cellule juste après, parce qu'il était en détention provisoire. Apparemment, il disait à tous ses détenus que c'était évidemment lui qui l'avait tué, etc. Et puis, quand il arrivait au procès, il disait plus rien. Et il adorait qu'il y ait toujours des suspicions et qu'il y ait plusieurs sons de cloche. Donc, on n'en sait rien, honnêtement. Et puis, il sait que cette affaire capte l'attention des Français aussi. C'est ça qui est terrible. Pour cause, d'ailleurs. Et évidemment, tant mieux si la vérité ressurgit. Mais cette espèce de mise en scène de ses aveux me gêne un petit peu à titre humain. C'est-à-dire mettez-vous à la place de la famille de Delphine. Évidemment. C'est-à-dire qu'apprendre que M. Jubilard nous sort une lettre du jour au lendemain à l'approche d'un procès, qu'il dit « Non, je vous promets, je vais vous expliquer où est le corps ». On apprend à l'instant qu'apparemment il aurait dit que le corps se situerait à proximité de la maison, donc ça rajoute encore un détail. On a toujours cette impression qu'il égrène au fur et à mesure les détails pour monter le suspense autour de l'emplacement du corps. C'est humainement détestable, si vous voulez, mais vu qu'on parle d'un homme qui a priori tué sa femme, ça ne m'étonne guère. Mais je trouve qu'il y a une mise en scène qui est un petit peu macabre. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais, où je vous rejoins totalement, c'est que en général, les aveux, ils se font devant un juge. Point. Voilà, c'est tout. Pas à la presse. Voilà. Pas à la presse et pas dans le cadre d'une lettre que l'on envoie à son avocat pour dire, surtout lorsqu'il y a une audience qui est fixée. Si vous voulez, moi encore une fois, alors je ne vais pas me citer en exemple, mais j'ai plaidé aux assises dernièrement où je défendais quelqu'un qui niait les faits également, et j'étais tout à fait en opposition avec lui en disant il faut absolument que vous avouez parce que le dossier établit votre culpabilité, et il a avoué à l'audience. À l'audience, voilà. Mais il y a le rôle de l'avocat quand même, parce que faut le préciser, c'est un maître de Buisson, donc qui a repris le dossier. Ce ne sont pas ses premiers avocats. Et il a repris le dossier en vue de la préparation du procès en appel. Et il a en gros... je ne sais pas comment on peut dire, mais il a conditionné sa participation à ce procès en appel à la reprise du dossier en échange d'amélioration du régime de détention, qu'il jugeait défavorable pour son client. Est-ce que... Écoutez, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un avocat, ce n'est pas un béni oui-oui. C'est-à-dire que c'est pas le chien qu'on met sur la plage arrière de la voiture et qui fait comme ça avec la tête. C'est pas ce que nous disions. Non, mais je sais. Mais je vous dis ça parce que un avocat, il a son jugement également sur le dossier, et il ne lui appartient pas de répéter bêtement ce que lui dit son client. Si mon confrère de Buisson, que par ailleurs je connais et qui est un excellent confrère, il a peut-être également dans le secret professionnel qui est le sien, en disant monsieur, moi, vous me dites votre vérité, elle ne coïncide pas aux éléments de la procédure. Et donc, moi, je considère, monsieur, que vous allez me donner un mandat, et moi, mon mandat, je vais pas l'accepter parce que je ne plaiderai pas l'innocence dans un dossier de culpabilité. Il y a peut-être ça, nous ne le saurons jamais, ou peut-être qu'un jour, mon confrère se départira de son secret professionnel. Mais il y a peut-être cet élément-là, en disant, moi, je veux bien accepter votre défense, mais en revanche, on ne va pas plaider l'innocence, parce que l'innocence, elle n'est pas établie. Donc je ne plaiderai pas n'importe quoi devant la cour. Martine, qui nous appelle de Lyon, est en ligne avec nous et nous a appelé au 01 80 20 39 21. Bonjour Martine, on est très heureux de vous entendre. Bonjour à tous. On vous écoute. Alors voilà, moi je voudrais poser une question. Quels que soient les dires de ce monsieur, qu'est-ce que ça change pour la victime? Elle est au cimetière. Qu'est-ce que ça change
pour la famille proche ou plus lointaine qui a perdu cette personne. Qu'il avoue pas, ça ne change rien. Et je suis, comme d'habitude, surprise qu'on ne mette pas et qu'on ne parle pratiquement pas des victimes. Cette dame fait partie des nombreux féminicides qui ont lieu en France. Bon, une personne qui revient sur ses aveux, qui a fait perdre du temps à des enquêteurs. Pendant ce temps-là, ces enquêteurs, ils auraient peut-être pu agir efficacement dans le dossier des enfants auxquels on fait subir des tas de choses. Voilà. Ce monsieur est en prison, la société paye pour sa nourriture, pour son entretien. Il faudrait peut-être le rappeler. Et une autre question que je voudrais poser, quelle responsabilité au fait qu'on voit régulièrement et vraiment pratiquement quotidiennement le soir des films sur les meurtres, les enquêtes, les jeux vidéo extrêmement violents. Il y a un problème respect de la vie humaine et puis le traitement qu'on fait subir aux plus faibles, aux enfants, aux jeunes adolescents et même plus âgés, et aux femmes. Ouais, je comprends, Martine, ce que vous dites, notamment sur le fait que on ne parle pas assez de la victime. On va le rappeler, Delphine, qui avait 33 ans, qui était infirmière et donc qui a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Et là, vous avez raison, c'est que même s'il y a aveu, peut-être que Delphine ne sera jamais retrouvée vivante, ça c'est sûr, mais au moins ça aidera la famille à avoir un peu une part de vérité. Non mais je comprends tout à fait. Maître Garbarini. Je comprends tout à fait madame l'auditrice. C'est que, en revanche, il y a une procédure judiciaire. Donc, dans le cadre de la procédure judiciaire, vous savez, dans la vie judiciaire, il y a les personnes en droit français, elles ont le droit de mentir. Elles ont le droit de mentir. Aux États-Unis, c'est pas le cas, parce que c'est un parjure et qui est parfois réprimé plus sévèrement que l'acte lui-même. Mais en droit français, on a le droit de mentir et on a le droit de garder le silence. C'est prévu par les droits de la défense. Mais ça n'empêche pas que la personne, elle ait été condamnée lors de la première juridiction de cour d'assises qui a statué. Donc, ensuite, il y a une quête de la vérité, parce que ça fait partie du système judiciaire français. On veut connaître la vérité. Et pendant très longtemps, la reine de la preuve, c'était l'aveu. Donc là, la famille, je peux vous assurer que quand bien même il y a une condamnation, il y a toujours le doute si la personne, elle n'avoue pas. Et ben, même s'il est très léger. On retrouve le corps aussi, voilà. Et là, maintenant, permettra de faire un peu plus le deuil. Absolument, c'est une énorme avancée. C'est une énorme avancée, et psychologiquement pour la famille. Voilà, parce que, enfin, je pense. Hein.